Mars 2024. L'Assemblée générale des Nations unies déclare l'année 2025 comme étant celle de la paix et de la confiance. Un message ambitieux qui reflète une volonté partagée de réduire les tensions et de favoriser le dialogue, mais dont la réalité se confrontait déjà à nombre de défis géopolitiques, militaires et environnementaux. En effet, l'année 2024 a été marquée par la persistance de nombreux conflits, tensions et crises multiformes. Parallèlement à ça, les négociations multilatérales n'ont pas non plus franchement porté leurs fruits, en témoigne la COP29, qui a très majoritairement été jugée décevante dans sa capacité à répondre aux urgences climatiques et à instaurer un climat de confiance entre pays développés et pays en développement. Dans ce contexte, alors que 2024 a plus été une année de continuité de la violence et de la défiance, est-ce que 2025 pourra renverser la vapeur, ou est-ce que, malgré la nouvelle résolution onusienne, le monde restera englué dans le même schéma de rivalité ? Bienvenue dans ce 4e épisode du Globecast, je suis Noé Koff, je suis avec Inès Girardot. Bonjour. Aujourd'hui, nous passons en revue les questions et enjeux internationaux que 2025 posera. C'est parti. Cette année, le Forum économique mondial, rendez-vous annuel des responsables politiques et dirigeants privés ayant lieu à Davos, en Suisse, s'est distingué par l'insistance des participants quant aux risques que représentent désormais les conflits armés pour la stabilité mondiale. Les représentants du monde des affaires semblent particulièrement préoccupés par les risques géopolitiques face à l'évolution de la situation tant à l'est de l'Europe qu'au Moyen-Orient. Les perspectives à Taïwan, au Congo, au Soudan ou en Somalie sont également source d'inquiétude. Celles-ci dominent les préoccupations d'ordre strictement économique, à l'instar du protectionnisme initié par Trump ou des guerres commerciales internationales. Et en effet, en ce début d'année, de nombreux conflits armés persistent. La situation en République démocratique du Congo suscite de l'inquiétude, puisque le mouvement du 23 mars n'a fait que gagner du terrain ces dernières semaines, jusqu'à entrer dans la ville de Goma à l'issue d'une offensive éclair en cette fin janvier 2025. Les discussions diplomatiques et tentatives de cessez-le-feu entre les parties sont à l'arrêt, tandis que la situation humanitaire dans l'est du pays s'aggrave. L'absence de négociations s'explique en partie par l'enjeu minier et donc financier qui sous-tend cette escalade des tensions. Celles-ci ont culminé ce 28 janvier 2025 avec l'attaque de plusieurs ambassades, dont celle de la France, au Rwanda et en République démocratique du Congo, par des manifestants pour dénoncer la situation et la crise humanitaire qui s'annonce. La résolution des conflits dans la Corne de l'Afrique semble en meilleure voie puisque des négociations ont été entamées entre les parties. On peut noter une amélioration à travers la signature en décembre 2024 d'un accord entre la Somalie et l'Éthiopie, réglant notamment la question de l'accès aux eaux internationales pour cette dernière. Obtenu grâce à la médiation turque, cet accord laisse espérer une redescente des tensions dans la région qui était au bord de l'embrasement en cette fin d'année. En parallèle de ces guerres et violences régionales, de nombreux pays sont en proie à des tensions politiques internes croissantes. Ainsi, au Myanmar, la junte militaire, au pouvoir depuis 2021, est aux prises avec des mouvements de rébellion. La révolution birmane gagne du terrain, capturant de plus en plus de cantons et commandements militaires. Le rapprochement récent de la junte avec la Chine pourrait cependant faire basculer le cours de la révolte et les moyens à disposition des militaires. Un peu plus à l'ouest, au Pakistan, le pays est également confronté à des tensions politiques internes qui pourraient avoir des incidences sur la scène internationale. Face aux rivalités territoriales et à une résurgence du terrorisme taliban, on y observe en effet un regain de violence qui pourrait déteindre sur la région. Enfin, en Haïti, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme face aux assassinats sommaires perpétrés par des gangs locaux dans un contexte d'instabilité politique chronique. Le pays a vu se succéder des premiers ministres sans qu'aucun ne résolve la violence des groupes armés, ni l'insécurité alimentaire croissante sur l'île qui laisse présager une véritable crise humanitaire. Lorsque l'on parle de l'Union européenne en 2025, il est difficile de s'en tenir à une vision monolithique, tant les problématiques sont diverses. D'un côté, l'UE affiche une ambition claire, peser sur la scène diplomatique et porter le flambeau du multilatéralisme, notamment dans le dossier ukrainien ou celui de la reconstruction au Moyen-Orient. D'un autre côté, l'Union est confrontée à de sérieuses crises internes qui minent sa cohésion. Prenons l'exemple de la Roumanie, où les élections 2024 restent vivement contestées. Une nouvelle élection est annoncée pour mai 2025 sous la pression de la Cour européenne des droits de l'homme et dans un contexte de forte division politique. Cette situation roumaine fait écho aux critiques récurrentes sur l'état de droit dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale, qu'il s'agisse de la Pologne ou de la Hongrie.
À l'ouest, on constate aussi des dissensions. La France et l'Allemagne peinent à s'entendre sur l'orientation budgétaire, tandis que le Royaume-Uni, toujours en pleine recomposition post-Brexit, subit régulièrement des mouvements sociaux. Parallèlement, la flambée des prix de l'énergie, déclenchée dès 2022-2023, continue de peser sur les ménages et d'alimenter la méfiance vis-à-vis des gouvernements. Sur le plan migratoire, les tensions n'ont pas disparu et certaines frontières intérieures de l'espace Schengen font encore l'objet de contrôles sporadiques, particulièrement dans les Balkans. Pourtant, malgré ces crises multiples, l'UE veut demeurer un acteur incontournable. Un sommet UE-Ukraine est d'ailleurs prévu au printemps 2025, avec au menu aide financière, soutien à la reconstruction des infrastructures ukrainiennes, garantie de sécurité, mais aussi discussion sur une éventuelle avancée vers l'adhésion. Les Européens espèrent ainsi peser dans la balance face à la Russie, tout en maintenant un certain leadership humanitaire. Mais l'Europe parviendra-t-elle à surpasser ses divisions internes suffisamment pour mener une action extérieure concertée ? De nombreux diplomates craignent que les querelles nationales parasitent l'efficacité de l'Union. D'autres estiment au contraire que ces défis pourraient stimuler une nouvelle dynamique de coopération et d'unité européenne. Autre élément majeur de l'équation géopolitique, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Réélu fin 2024, le président républicain n'a pas tardé à imprimer sa marque en ce début d'année 2025. Les premières mesures symboliques ont déjà provoqué un regain de tension, en particulier sur la scène multilatérale. Sur le plan économique, Trump agite à nouveau la menace d'une guerre commerciale, cette fois plus assumée. La Chine, l'Union européenne, mais aussi des alliés historiques comme le Canada et le Mexique ont reçu des mises en garde explicites concernant d'éventuelles taxes ou barrières douanières. Le président américain entend surtout ramener des emplois industriels sur le sol des États-Unis, quitte à froisser ses partenaires. La politique étrangère américaine, elle, semble osciller entre coups d'éclat et volonté affichée de faire avancer la paix. Prenons l'exemple de l'Ukraine. Donald Trump promet des négociations directes avec la Russie, évoquant un possible deal qui pourrait, selon lui, mettre fin aux hostilités. L'Europe, elle, craint que ces négociations ne se fassent au détriment de Kiev, même si un tel scénario se traduirait sur le papier par un arrêt des combats. Il faut en effet rappeler que la paix ne réside pas seulement dans l'absence de guerre, mais dans l'existence de mécanismes de gouvernance inclusifs, d'une justice équitable et d'un dialogue transparent dont la mise en place peut être très longue. La politique américaine envers ses voisins du Nord et du Sud s'annonce électrique. Les relations avec le Canada, notamment autour de la souveraineté du Groenland et des ressources énergétiques en Arctique, sont déjà au plus bas. Quant au Mexique, les déclarations de Trump sur l'immigration clandestine et la taxation des produits américains ont rouvert de vieilles blessures datant de son premier mandat. Côté Proche-Orient, le président américain se félicite d'avoir pesé sur la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza, faisant pression sur l'allié israélien pour désamorcer un conflit qui menaçait de s'enliser. Mais certains observateurs dénoncent en parallèle ces déclarations vis-à-vis de pays comme l'Iran ou encore du sort des populations déplacées à Gaza qui pourrait ruiner ce fragile équilibre. Il reste à savoir si cette ligne dure sera durable ou si elle n'est qu'un effet d'annonce initial pour impressionner l'opinion publique américaine. Dans tous les cas, le retour de Trump rebat les cartes et nombre d'experts redoutent un affaiblissement supplémentaire de la confiance entre les grandes puissances. Revenons sur le Proche-Orient. Comme évoqué précédemment, une lueur d'optimisme se dessine, mais la prudence reste de mise. D'abord, il y a le cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur juste après le Nouvel An. Certes, il reste précaire et ne signifie pas la fin des violences. Les échanges de tirs continuent sporadiquement et Tsahal mène ponctuellement des raids dans la bande de Gaza. Néanmoins, le fait que l'Égypte et le Qatar parrainent des réunions mensuelles entre les différentes factions laisse entrevoir une volonté d'éviter l'escalade. C'est un premier pas, d'autant que la Maison-Blanche elle-même a appuyé ces efforts. Ensuite, il y a la Syrie, où un processus de réinsertion régionale se met lentement en place. Un groupe de travail international doit se réunir en avril 2025 sous l'égide de l'ONU, de la Ligue arabe et de l'Union européenne pour discuter de la distribution de l'aide humanitaire et de la tenue d'élections plus inclusives. Après plus d'une décennie de conflit, la tâche est immense. Le pays a été ravagé et le retour des réfugiés pose déjà des questions de sécurité. Mais attention, rien n'est gagné, les tensions résiduelles persistent en Irak, au Liban ou dans les zones frontalières, et la compétition d'influence entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie reste palpable. La question kurde, par exemple, continue de cristalliser les antagonismes, tout comme la gestion des ressources pétrolières et gazières. S'il existe un certain répit, beaucoup d'observateurs sur place parlent plutôt de pause dans l'escalade que de résolution durable. En somme, le Proche-Orient se trouve peut-être à un moment charnière. Les efforts diplomatiques en cours pourraient faire baisser la pression, notamment si les grandes puissances choisissent de soutenir l'apaisement plutôt que la confrontation. Mais la moindre étincelle, qu'il s'agisse d'un incident militaire à Gaza, d'une provocation au Liban ou d'une ingérence régionale, pourrait faire s'effondrer cette fragile dynamique.
Pour terminer ce tour d'horizon des grands défis, impossible de ne pas mentionner l'Asie, où les crispations demeurent multiples. Commençons par la péninsule coréenne. Les pourparlers, amorcés en 2023, qui avaient fait naître un mince espoir, stagnent actuellement. Pyongyang poursuit ses essais balistiques, comme pour rappeler qu'elle entend conserver un atout stratégique face à la Corée du Sud et aux États-Unis. De son côté, Séoul, soutenu par Washington, multiplie les manœuvres militaires, ce qui entretient un climat de suspicion réciproque. Des rumeurs font état d'un sommet régional réunissant la Chine, le Japon, la Russie et les deux Corées à l'été 2025, mais aucun engagement formel n'a encore été pris. Plus au sud, on retrouve la mer de Chine méridionale, où Pékin installe depuis plusieurs années des infrastructures militaires sur des îlots disputés. Les États voisins, donc les Philippines, le Vietnam, la Malaisie ou encore Taïwan, protestent de plus en plus vigoureusement, tandis que les États-Unis et l'Australie ont planifié plusieurs patrouilles dites de liberté de navigation. Les risques d'accrochage naval ne sont donc pas à exclure, même si chaque acteur affirme vouloir éviter un conflit ouvert. Dans cette partie du monde, on aurait pu espérer que l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, joue un rôle de modérateur ou de plateforme de dialogue, mais son efficacité est mise à mal par les divergences internes. En effet, certains États entretiennent des relations étroites avec la Chine et se montrent réticents à toute critique frontale, tandis que d'autres, plus inquiets des visées de Pékin, voudraient voir l'ASEAN adopter une position plus ferme. Par ailleurs, la gestion de crise au Myanmar, où la junte militaire fait face à une rébellion croissante, suscite des dissensions profondes au sein de l'organisation, dont les principes de non-ingérence sont parfois jugés en contradiction avec la protection des droits fondamentaux. En clair, la situation en Asie ne se résume pas à un simple face-à-face sino-américain. C'est un jeu d'équilibre multiple où chaque pays tente de préserver ses intérêts commerciaux et sécuritaires. Mais l'impasse coréenne, la militarisation de la mer de Chine et l'incapacité relative de l'ASEAN à s'imposer comme médiateur laissent planer des doutes sérieux sur la stabilité régionale de 2025. Vous l'aurez compris, les défis géopolitiques de 2025 sont considérables. L'Europe se cherche une cohésion interne pour s'affirmer sur la scène internationale, la situation humanitaire dans de nombreux pays africains reste critique, les États-Unis de Trump bousculent à nouveau l'ordre multilatéral, le Proche-Orient oscille entre espoir de reconstruction et menace de replonge, tandis que l'Asie demeure en proie à des tensions croissantes. Au final, la question principale que soulève cette seconde partie est celle de la confiance. La confiance entre partenaires commerciaux, confiance entre belligérants potentiels, confiance dans les institutions régionales et internationales. Or, la confiance ne se décrète pas, elle se construit souvent sur de longs processus de dialogue et de concessions réciproques. Pour s'en tenir aux événements déjà programmés, il suffit de jeter un œil à l'agenda diplomatique de 2025 et comprendre à quel point cette année pourrait être décisive. On pense d'abord à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se réunira comme de coutume en septembre et promet d'être le théâtre de débats particulièrement intenses. Au-delà de la traditionnelle séquence de discours des chefs d'État, les discussions s'annoncent techniques et potentiellement clivantes, notamment autour de la réforme du Conseil de sécurité et de l'éventuelle limitation du droit de veto, sujet rendu explosif par la persistance des blocages diplomatiques sur l'Ukraine ou sur certains dossiers africains. Ce rendez-vous constituera également un moment crucial pour aborder la question des financements à apporter aux pays sortant de conflits, dont la reconstruction exige des milliards de dollars, alors même que la crise humanitaire s'aggrave pour des millions de personnes déplacées. Les délégués devraient enfin se pencher sur la situation au Moyen-Orient et en Asie, avec comme toile de fond la nécessité de repenser la gouvernance mondiale afin de faciliter la résolution des conflits. L'autre grand temps fort se profile en Afrique du Sud où le prochain G20 se tiendra en toute fin d'année. Les thématiques économiques et financières resteront bien sûr au centre des échanges, qu'il s'agisse de la lutte contre l'inflation ou du renforcement du commerce international. Néanmoins, l'agenda inclut cette fois un volet élargi aux conflits régionaux, ce qui est une première pour un sommet de cette envergure. Les dirigeants veulent mettre la sécurité alimentaire sur le devant de la scène, conscients qu'en l'absence de solutions concrètes, la faim pourrait être un facteur majeur d'instabilité dans diverses régions, du Sahel à l'Asie du Sud-Est. On attend également d'importants débats sur la transition énergétique, la COP29 de 2024 n'ayant pas offert les avancées qu'espéraient les défenseurs du climat. Cette volonté de remettre l'écologie au premier plan pourrait prendre corps dans des initiatives sur le développement des énergies renouvelables, un thème cher à plusieurs puissances émergentes qui entendent peser de tout leur poids dans les négociations. Au même titre, les échanges de Johannesburg devraient porter sur la capacité du G20 à se poser en médiateur dans certains conflits majeurs, ce qui ouvre une fenêtre de dialogue inédite, en particulier pour l'Afrique subsaharienne où la situation au Sahel, en République démocratique du Congo et en Corne de l'Afrique n'a jamais été aussi critique. Et en fin d'année, le rendez-vous incontournable sur la question climatique sera la COP30, prévue en novembre et décembre, et qui intervient dans un climat de défiance généralisée depuis l'échec relatif de la COP29.
Beaucoup d'États en développement exigent des garanties sur le financement des mesures d'adaptation et de résilience, arguant qu'ils payent déjà le prix fort des dérèglements climatiques alors qu'ils ne sont pas les premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre. Cette fracture nord-sud va sans doute être au cœur des discussions, tout comme la stratégie à adopter pour que la transition écologique ne se fasse pas au détriment des économies les plus vulnérables. Dans le même temps, la pandémie résiduelle et le spectre d'autres crises sanitaires rappellent que la confiance entre nations ne se résume pas seulement à la distribution de vaccins ou de masques, mais qu'elle doit s'appuyer sur des mécanismes de solidarité à long terme capables de faire face aux perturbations climatiques, économiques et humaines. En marge de ces 3 gros rendez-vous, l'année 2025 verra aussi fleurir toute une série de forums et de sommets régionaux dont l'impact pourrait s'avérer décisif. Le sommet Union européenne-Ukraine, prévu au printemps, suscitera une attention particulière puisqu'il devra traiter non seulement du soutien à la reconstruction, mais aussi de la perspective d'une intégration progressive de l'Ukraine dans certaines structures européennes. À Addis Abeba, un forum régional sur la Corne de l'Afrique réunira l'Éthiopie, la Somalie et plusieurs autres acteurs internationaux pour tenter de stabiliser une région rongée par les conflits internes et la menace terroriste. Enfin, la tenue d'un sommet régional Asie du Nord-Est est encore incertaine, mais si elle se concrétise, elle offrira peut-être une chance de relancer les pourparlers sur la péninsule coréenne, où les tensions entre Pyongyang et Séoul risquent à tout moment de basculer dans une escalade. Tous ces rendez-vous, qu'ils soient mondiaux ou régionaux, prouvent que des espaces de négociation existent encore. La question de savoir si ces plateformes parviendront à surmonter la méfiance mutuelle et à accoucher de solutions concrètes pour faire de 2025 une réelle étape vers davantage de paix et de confiance. Alors que 2025 avance, les grands rendez-vous internationaux se préparent à confronter la montée des violences, la multiplication des crises politiques internes et la rivalité croissante entre grandes puissances. Il semblerait que le multilatéralisme, déjà mis à mal par la crise sanitaire et les soubresauts économiques, doit désormais prouver son efficacité dans des dossiers aussi sensibles que l'Ukraine, la Corne de l'Afrique ou la mer de Chine méridionale. Il reste à savoir si ces rencontres et ces négociations parviendront à dépasser les calculs de court terme et à proposer des véritables solutions, notamment en matière d'aide humanitaire et de justice transitionnelle. La confiance est un mot fort, mais elle ne se décrète pas. Elle se construit au rythme des preuves concrètes que les États et les organisations internationales voudront bien se donner. Il reste à voir si cette année internationale de la paix et de la confiance marquera vraiment un tournant ou si elle se contentera d'être une promesse parmi d'autres. Sur cette méditation, le Globecast vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous pour une prochaine saison. À bientôt!